L'homme blanc politique devrait comprendre qu'il faut qu'il laisse l'homme noir tranquille. Parce qu'ils ont trop maltraité l'homme noir. L'homme noir a été trop maltraité. Ça fait mal. Tout de suite, je m'en vais vous présenter le deuxième intervenant, qui est M. Kokwe Balok, n'est-ce pas, dont le titre de la conférence est, le titre de sa présentation est « Aux origines des razzias négrières » ou la véritable histoire de l'agression Kemet. Il faut dire que Kemet, c'est un terme, n'est-ce pas, qui désigne l'Africain comme il devrait se désigner. Parce qu'en fait, le mot africain, mais en fait, est un concept qui nous vient de l'autre côté. C'est une désignation étrangère et que, en principe, les Africains devraient s'appeler Kemet. Vous savez par exemple que un Japonais se dit qu'il est nippon. Ce sont les Européens qui disent qu'il est japonais, n'est-ce pas, qu'il est japonais, mais lui il dit qu'il est un nippon. Et donc, il y a eu toute une nuance qu'il faudrait introduire là-dedans. Les Africains devraient plutôt dire en Kemet et non parler de... Le temps que sa présentation... Est-ce que sa présentation est prête, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que sa présentation est prête sur PowerPoint? Oui, donc on peut lui donner le micro. Est-ce que vous pouvez lancer? On lui donne le micro, bon, le temps qu'il introduise son propos. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les panélistes, dont j'ai beaucoup d'estime parce que très souvent c'est à la télé que je les entends parler et défendre des positions. C'est un grand honneur de m'asseoir côté de vous. Alors, le titre de mon exposé, c'est « Aux origines des razzias négriers ou la véritable histoire de l'agression de Kemet ». S'il est possible que les images soient un peu plus claires. Donc, ainsi formulée, cette présentation paraît on ne peut plus polémiste. Dans la mesure où, ici, vous allez vous rendre compte que dans mon expo, ici, dans ce titre, je ne mets pas esclave ou bien esclavage. Je parle des razzias négriers. Parce que je me suis rendu compte que très souvent dans les documents d'histoire, quand on parle de l'esclavage, on dit à partir du XVIIe siècle, à partir du XVIe siècle. On occulte que c'est une entreprise qui a commencé au XVe siècle, à partir de 1441. Ça, c'est souvent occulté. Et la deuxième précision que j'aimerais apporter, c'est sur le mot Kemet. Le mot Kemet. Très souvent, on nous appelle Africains. Il faut savoir que Africain vient de Africanus. C'est le nom du général romain qui était stationné à Carthage. À moins que nous considérons comme étant les descendants de ce général, alors je ne vois pas en quoi je suis africain. Premier élément. Et très souvent, nous portons des noms étrangers. Cameroun, cela veut dire crevette. Je ne sais pas en quoi nous sommes des crevettes. Sénégal vient de Sounogahal, cela veut dire ma pirogue. Quelqu'un arrive chez vous, vous trouvez dans votre lagune en train de pêcher, ou vous demande, vous êtes où ici, vous ne comprenez pas sa langue, vous dites c'est ma pirogue, parce que vous pensez qu'on s'adresse à votre pirogue. Vous dites Sounogahal en sérère, et on vous appelle Sénégal, comme si vous avez une tête de pirogue. Ils arrivent dans une baie parce que la tempête est en train de les menacer. On va donc dire Mozambico, cela veut dire grand rassemblement de bateaux, pour s'abriter par rapport à la tempête. Et de Mozambico va devenir Mozambique. Je ne vois pas en quoi les Mozambicains sont des grands rassemblements de bateaux. C'est pourquoi j'ai refusé le mot africain et j'ai pris le mot Kemet, qui est le nom le plus ancien que nous avons utilisé pour désigner ce continent. Et ce nom se trouve dans la tombe de Silindjem, où il est dit que Kemet a 3 régions. La première région, c'est la région des Grands Lacs, Ta-Neteru, cela veut dire le pays des ancêtres. La deuxième région, c'est Ta-Seti, le pays des archers. Et la troisième région, c'est Taméré, abusivement appelée Égypte pharaonique. Parce que les populations qui y vivaient ne connaissaient pas ce que c'est que l'Égypte pharaonique. On vous ramène 3000 ans avant, vous dites Égypte pharaonique, on vous regarderait comme quelqu'un qui vient sur la lune. Le mot c'est Ta-Méré, cela veut dire terre bien-aimée. Parce que cette terre a été tirée de l'eau et les hommes ont bâti des États. Alors en guise d'introduction, je présente ici là l'extrait tiré d'une revue à France Antilles. Et c'est de Josette Fallop. Cet extrait est très intéressant. Commençons par là. Elle dit ceci: quand les Européens, plus précisément les Portugais, sont arrivés sur les côtes africaines,
c'était pour coloniser et christianiser l'espace africain. Ils étaient en train de chercher la route de l'or. Ces derniers ont donc été les premiers Européens qui se sont trouvés en présence de marchés d'esclaves. Donc, la situation existait déjà à l'intérieur de l'Afrique. Vente et troc d'esclaves et échange de produits contre l'esclave. Eux, ils cherchaient de l'or et ils ont donc trouvé l'esclave. Ils ont donc trouvé l'esclave parmi plusieurs éléments destinés à la vente. Mais au début, l'esclave n'était pas envisagé comme la priorité du commerce. Je dis ceci est une très grosse escroquerie intellectuelle. Une très grosse escroquerie intellectuelle. Et vous avez dit aujourd'hui, quand on vous interrogeait, qu'il est nécessaire que nous, Africains, nous disions notre vision de l'histoire. Continuons. Nous allons donc voir, nous allons passer au crible de la raison, si on peut faire passer un peu plus vite. Oui, donc, alors, pour pouvoir analyser, continuez toujours à cliquer, voilà. Voilà la source. Je dis donc que cet extrait de Josette Fallope nous donne plus d'un renseignement sur les intentions des premiers Européens, c'est-à-dire des Portugais, qui fréquentent les côtes de Kemet au XVe siècle. Suivant. Alors, d'abord, il apparaît que leurs intentions étaient de coloniser, de christianiser l'espace africain. Je dis que ce n'est pas vrai parce que cette idée-ci est tirée des propos prêtés à Vasco de Gama aux environs de 1500. On dit que Vasco de Gama aurait dit « Nous sommes à la recherche des chrétiens et de l'or ». Ça, c'est de là où elle a tiré cela. Et nous allons donc voir si c'était la vérité. La deuxième remarque, c'est les Portugais ont trouvé à Kemet, cela veut dire notre continent, des marchés d'esclaves. Ça, c'est une grosse escroquerie. Troisième remarque, étant venus chercher de l'or et ne trouvant certainement pas celui-ci, ou bien la quantité voulue, ils se sont résolus au négoce d'esclaves. Pour pouvoir faire la critique de ce genre de position, je vais faire appel aux témoins oculaires. Cela veut dire qu'il ne faut pas aller voir les historiens qui disent qu'ils ont fait des recherches. Allons plutôt chez les flibustiers, chez les négociants, ceux-là qui, dans leur livre de bord, ont dit ce qu'ils ont fait, et on dit pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela. Et parmi la plurielle de littérature que nous avons aujourd'hui, je citerai ici l'ouvrage Voyage en Afrique noire de Kadamostro, ça a été traduit. L'ouvrage Esmeralda de City Orbis de Pacheco Pereira, c'est une traduction de Moni, le français. L'ouvrage La Chronique de Guinée de Gomez Sourara. Alors maintenant, on voit comment eux-mêmes ils disent, comment est-ce qu'ils ont trouvé la côte et qu'est-ce qu'ils ont eu à faire. Et nous allons aussi faire appel à un certain nombre de sources aussi. Expliquer que la vision que vous avez ici vient des sources apologétiques. Cela veut dire qu'à un moment donné, ceux-là qui venaient attraper les Africains kidnappés, c'est le terme rap kidnappé, c'est le terme approprié, avaient des problèmes lorsqu'ils rentraient chez eux parce qu'il fallait justifier à l'opinion publique. Comment est-ce qu'on faisait cette traite-là, ce commerce avec des êtres humains? Alors ils ont donc dit, voici les raisons, quand on va nous poser la question, voici les raisons que nous allons avancer. Et ça va donc donner naissance à ce qu'on va appeler la littérature apologétique, qui va donner naissance à une littérature romancière sur la traite négrière. Et la plupart des historiens vont donc chercher là-bas, dans ces sources fausses, parce que ceux-là qui ont écrit ce document disent que si on nous pose la question, voilà comment nous allons répondre. Donc quand vous parcourez ces documents, vous-même vous constatez que eux-mêmes ils disent que leurs arguments, ils sont en train de mentir. Donc, continuons. Donc, continuons toujours. Vous voyez donc que ce genre d'affirmation de Fallope peut conduire beaucoup d'historiens. Donc ici, je suis d'abord à la première partie. Ma vue n'est pas bonne, je ne sais pas si c'est les écritures qui sont là, mais je vais essayer d'aller. Donc d'abord, la définition des termes. Il faut d'abord, c'est le préalable méthodologique. Définissons d'abord les termes et expressions et commentons-les. L'esclave, c'est quoi? Le mot esclave dérive de Slavius, pour désigner les peuples de l'Europe centrale. Entendons-nous très bien. Mais le mot esclave vient de Slavus pour désigner les peuples de l'Europe centrale. Ce sont ces peuples-là que les Romains, et plus tard, d'abord les Grecs, après les Romains, et plus tard tous les peuples de l'Europe occidentale, allaient kidnapper et les réduisaient en esclavage. Pourquoi est-ce qu'ils le faisaient? Ils disaient qu'ils n'étaient pas chrétiens.
Dans la vision de l'Europe, si tu n'étais pas chrétien, on devait faire de toi un esclave. Donc c'est une préfiguration de ce qu'on va appeler plus tard la guerre juste. La guerre juste, c'est que tu n'es pas chrétien, je fais de toi un esclave. Et ces gens-là, les esclaves, venaient donc alimenter le marché d'esclaves à Venise, à Gênes et autres, et on les déportait pour le monde arabe et on les castrait. Exactement comme on faisait pour des Vénéens. Et vous allez vous rendre compte que dans la plupart des langues européennes, pour dire esclave, on dit slave. Parce que dans leur mentalité, ceux des peuples des Balkans, ce sont des esclaves. L'anglais dit slave directement. Continuons. Donc, nous disons donc que techniquement, pour qu'il y ait esclavage, pour parler d'esclavage, il faut qu'il y ait une loi. L'esclavage est une institution des sociétés indo-européennes et sémitiques. L'esclavage n'est pas une institution des peuples de Kemet. Précisons cela, parce que je prends ici à témoin le professeur Yves Khoury, je prends à témoin le professeur Jean-Charles Kouvi-Gomez, et je prends à témoin le professeur Sarwat Ani Al-Asyouti. Ce sont les meilleurs spécialistes sur la question. Ne les tentez pas. Donc, j'ai dit, pour qu'il y ait esclavage, il faudrait qu'il y ait une loi. Et on ne peut pas prouver qu'avant que les Arabes n'arrivent ici et avant que les Européens n'arrivent, qu'il y avait une loi qui assujettissait l'homme. Conséquence, trouver un autre thème pour définir les catégories sociales dépendantes qu'il y avait en Afrique avant l'arrivée des Européens. Ils n'étaient pas esclaves. Même ces choses d'esclavage domestique et autres là, c'est tout simplement de la rigolade intellectuelle. Donc, je précise dans ceci. En Grèce, il y avait des lois à Athènes qui vous mettaient en esclavage. Rome, la loi des 12 tables. Les Romains ont copié cela des Grecs et plus précisément des Athéniens. Lisez cela, on prévoit qu'on peut soumettre quelqu'un en esclavage. On peut même le tuer parce qu'il n'est rien. Vous continuez aussi dans la Bible, ouvrez Exode chapitre 21. Pour ceux qui ont des Bibles, qui ont des titres, c'est écrit « Loi sur l'esclavage ». Parce que la société juive est une société esclavagiste par essence. C'est dans leur ouvrage. Vous entrez dans le Coran et dans les hadiths. L'esclavage a été institutionnalisé par Allah. Donc chez nous, il n'y a pas une seule loi. Et je mets au défi quiconque. Parce que je vais revenir sur les différents textes humanistes que nous avons chez nous. Donc maintenant, la traite c'est quoi? La traite c'est un commerce au cours duquel il y a entente mutuelle entre l'acheteur et le vendeur. Bon, mais il faut savoir que lorsqu'on dit traite dans la langue grecque, cela veut dire que quoi? Trait du bétail, cela veut dire que fait à ce que votre bétail, le lait sorte, de telle façon que quand le lait sort, ça finit, c'est le sang qui continue. Donc dans la pensée grecque, quand on disait trait, cela veut dire faire travailler l'esclave jusqu'à ce qu'il meure. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça le sens de traite. Donc le vrai sens, quand on dit traite des grillères, ce n'est pas le commerce. Je vais vous le montrer. Quand les Portugais arrivaient ici, ils kidnappaient. Donc, attendons là. Avant, parce que je suis au niveau de la traite, avant cela, non, vous êtes beaucoup descendu. Allez-y, plus haut. Vous êtes, voilà, commencez maintenant à redescendre petit à petit. Voilà, vous êtes beaucoup descendu ici, oui. Ici, donc, la question qu'il faudrait donc se poser, chez qui les Portugais achetaient-ils des esclaves au 15e siècle? Plus il fallait nous faire comprendre qu'ils sont arrivés, ils ne voulaient pas des esclaves, ils voulaient de l'or, et ils ont trouvé qu'on vendait les gens, que nous on vendait les gens. Chez qui est-ce qu'ils ont acheté? Première question. Qu'est-ce qui justifie donc la construction des forts le long des côtes du continent? Donc, s'ils ont trouvé qu'on vendait les gens, c'est tellement ce sont les chefs, comme on dit, qui nous mettaient en esclavage, qui nous vendaient chez l'homme blanc. Maintenant, qu'est-ce qui justifie qu'on retrouve dans les cahiers de bord des navires les noms des chefs? Toussaint Louverture, leurs ancêtres, l'ancêtre de Toussaint Louverture vient de Alata, il était un ministre de la guerre. Comment se fait-ce qu'un ministre a été vendu? Qui l'a vendu? C'est son valet de chambre ou bien c'est son jardinier? Donc, on continue. Alors, s'ils viennent donc faire du commerce, là, veut dire qu'une entente. Qu'est-ce qui justifie dans la construction des châteaux forts? Ce d'autant plus que les châteaux forts en Europe ont été construits
à partir du 9e, 10e siècle, dans un contexte d'insécurité. Ça dénote un contexte d'insécurité. Si tu viens faire du commerce, tu viens faire du commerce. On négocie, tu es d'accord, tu parles de la marchandise. Mais qu'est-ce qui a parti te barricader dans une maison fortifiée? 2. 3. Pourquoi les canons? Pourquoi les canons sur les navires? On va me dire qu'il y avait une rivalité entre les Européens. Mais les Portugais sont les premiers à y arriver. Les Espagnols n'étaient pas leurs rivaux. Mais pourquoi leurs bateaux avaient-ils des canons? Je continue. Donc, s'il s'agissait d'un commerce, pourquoi les bateaux étaient-ils armés de canons? Continuons. Ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Donc, et on parle généralement de la collaboration de nos frères, des Carmélites au tout début. Je vais expliquer pourquoi est-ce que les chefs se retrouvent impliqués. Mais au tout début, ils n'y étaient pas. Bon, j'ai posé la question, qu'est-ce qui justifie que les rois aient été vendus, les rois, les princes aient été vendus? Et sachez que quand on parle de collaboration, d'après le principe énoncé par Saint Augustin, agir sous le fait de la contrainte, ce n'est pas collaborer. Si les prisonniers qui avaient contraint au départ, il n'y a pas collaboration, auquel cas les Juifs ont collaboré dans le génocide nazi et ils étaient complices avec les nazis. Soyons d'accord là-dessus. Maintenant, ça s'est arrêté là. Donc, je précise que l'esclavage, j'ai dit, c'est une institution des peuples indo-européens et sémitiques. Je précise que l'esclavage est introduit sur ce continent-ci, d'abord par l'arrivée de l'islam. Je précise. Donc, la traite esclavagiste, le premier traité esclavagiste qui nous a été imposé en Nubie en 641. Cela veut dire que les Arabes font la conquête de l'Égypte en 639. En 640, la conquête est achevée, il est sur le tapis, 900 000 morts. Ils veulent traverser Aswan à partir de la 6e cataracte pour attaquer la Nubie. Et les Nubiens ont été ceux-là qui nous avaient toujours protégés quand on était à Taméry. Ils étaient très puissants. C'est pourquoi même quand la population va se déporter vers l'actuelle Éthiopie, elle a été même difficile à Mussolini de battre l'Éthiopie. Donc, alors quand ils arrivent donc en Nubie, la guerre est tellement si violente que les Nubiens se rendent compte que s'ils continuent à résister, ils vont perdre. Et toute leur population sera mise en esclavage. Alors ils acceptent des conditions de paix que les Arabes leur imposent. Et en 641, on leur impose le traité le plus dur, où ils doivent donner chaque année des esclaves à l'Égypte envahie par des Arabes. C'est le premier traité esclavagiste de ce continent. Maintenant, eux, ils vont accepter parce que c'est une question de stratégie. Nous nous replions, le temps de nous constituer. Une fois que nous sommes puissants, nous allons maintenant dire, nous arrêtons tout. Nous ne vous donnons plus nos frères. Et le roi qui a eu le courage de le faire, c'est en 1275. C'est David Ier, roi du Dongola, qui a dit, je ne vous donne plus rien. Rentrez chez vous. Alors on va donc envahir la Nubie. Et la guerre sera si dure que le royaume d'Ongola va résister jusqu'en 1315, où il sera vaincu. Et le dernier roi d'Ongola, Kerembe, sera donc déporté au Caire. Et on va faire de ces gens-là des esclaves. Même lorsque les Britanniques vont arriver, la question de l'esclavage était toujours d'actualité avec le Mahdi. Et même dans les questions qu'il y a entre la division du Soudan et la partie sud, le fond, c'était le problème de l'esclavage. Parce que les Arabes du Nord n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ces Noirs-là peuvent rester amis dans leur religion. Il faut à tout prix qu'ils soient des esclaves. Donc là, c'est le premier. Et c'est à partir de là maintenant que ça va essaimer en Afrique de l'Est. Nous continuons maintenant en Afrique de l'Ouest, donc à l'ouest de Kemet. Comment est-ce que l'esclavage sera introduit? Non, ne passez pas encore, montez, je n'ai pas fini. Voilà, ici. Donc, l'esclavage est introduit à partir de l'alliance en 1061 de Ouar Diarbi, roi du Tekrou, avec les Almoravides pour la conquête du Ghana. Il s'unit avec les Almoravides pour conquérir le Ghana. Leur problème majeur était qu'il faut islamiser le Ghana. Automatiquement. Continuons. Donc, une fois donc qu'ils vont continuer, une fois donc qu'ils vont donner des coups de butoir, descendons toujours, une fois donc qu'ils vont donner des coups de butoir, ils vont donc convertir un ensemble de personnes. Et il y avait une pensée qui n'est pas apparue là, lorsque on est en train, c'est sur la page de présentation. L'idée qu'on a d'un peuple découle de l'idée qu'on a de Dieu et de ses commandements.
Ma pensée était au début, mais je ne l'ai plus revue là. Une fois que les gens vont se convertir à l'islam, regardons ce que Renaud et Daguet disent. Les populations du Ghana devenues musulmans, ainsi que leurs co-religionnaires du Tekrou, dans le Fouta Toro et de Sia, se répandent régulièrement chez les populations animistes pour opérer des razzias. Une fois devenus musulmans, ils commencent à appliquer l'esclavage. Parce qu'avant ça n'existait pas. Où? Quand? Comment? Dites-nous. Les victimes trouvaient acheteurs parmi les commerçants du Maghreb. Ma référence est là. Même dans vos langues, il n'y a pas un mot pour dire esclave. Les mots que vous utilisez pour dire esclave ont été introduits avec la nécessité de traduire la Bible dans vos langues. Chez moi, quand on dit Minkom, tu es parti en esclavage. Minkom, c'est le bracelet que je porte ici. Parce qu'on fabriquait des bracelets en cuivre. Et quand on voulait porter, on dit Minkom. Alors, parce qu'on ne connaissait pas la chaîne, on ne connaissait pas ce collier qu'on mettait au cou, mais parce que ça avait des anneaux, on a donc rapproché cela au bracelet. On dit Minkom, donc les bracelets. Donc dire que Minkom, c'est dire les bracelets, ce n'est pas un mot lié à la langue bassa que je parle. Est-ce qu'on comprend? Donc il n'y a aucun mot dans nos langues pour dire esclave, ça n'existe nulle part. Alors si on a pratiqué l'esclavage avant l'arrivée de tous ces gens-là, mais il fallait bien qu'on définisse cette catégorie sociale dépendante, même si nos langues sont pauvres n'importe comment. Donc, continuons. Donc, alors, parfois on dit, mais quand vous avez vendu vos frères, même aux Arabes, aux autres, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que... Monsieur Balok, pensez conclure, parce que vous avez... Voilà, s'il vous plaît. D'accord. Je vais penser conclure, peut-être dans les débats, je vais revenir encore là. Donc, il y a des gens qui ont eu à résister, et c'était des animistes. Cela veut dire qu'ils ont eu à batailler pour que ce commerce-là puisse s'arrêter. Je prends le cas de... Vous me donnez encore combien de minutes là? 5 minutes. Voilà, 5 minutes maximum. Au grand maximum. Vous avez largement débordé. Voilà. Et Soumaoro Kanté et les guerres contre le Ghana, lui, il était initié du Congo. Et il va donc s'opposer en attaquant tous les territoires islamisés qui pratiquaient l'esclavage. Vous avez Sundiata Keita avec la déclaration du Mandé de 1222. J'ai un commentaire fait par le docteur Fatou Kine Kamara dans son cours de droit civil première année, faculté des sciences politiques et juridiques, Université Cheikh Anta Diop. Je pourrais revenir là-dessus, je passe très rapidement. Le rôle joué par Soné Alibert, il avait tenu à ce que sur son territoire, que ces caravaniers ne passent pas. Et chaque fois qu'il attrapait ces esclaves, il les libérait. Bon, maintenant, si c'est nous qui les avons vendus, si on les vendait sur la côte, et c'est là où les Portugais sont venus les acheter. Regardez la bulle de Nicolas V, datée de 1454. Il dit, la libre et ample faculté d'envahir, chercher, capturer, déporter et soumettre tous les Sarrasins et autres ennemis du Christ de n'importe où, de prendre possession de leur royaume, principauté et de leur possession, et de tous leurs biens, meubles et immeubles, et de réduire leurs personnes en esclavage perpétuel et prendre la souveraineté de leur royaume. Ils ne les avaient pas envoyés pour acheter, mais les avaient envoyés pour les kidnapper. Maintenant, pour conclure, je vais donc maintenant faire le briefing de tout ce qui reste. Ils avaient des problèmes chez eux parce qu'ils n'arrivaient pas à se nourrir. Chaque fois, ils attaquaient le royaume du Maroc pour voler des graines. Maintenant, pour résoudre ce problème-là, parce que la population qui devait pratiquer l'agriculture avait été réduite par les maladies, par les croisades, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils ont mis un système sur pied avec l'aide du Vatican. Voilà la lettre qui les accuse. Le système consistait à venir kidnapper les Noirs sur la côte. J'ai dit, Kada Mostro explique comment il partait dans les îles Canaries dans la nuit, chez les populations canariennes animistes, il mettait du feu, tuait des personnes, et au matin, les survivants étaient déportés. Et quand on les déportait, c'était d'abord pour les déporter au Portugal, et plus tard, quand les Espagnols vont venir s'introduire en Espagne, les premiers esclaves à y arriver, c'était à partir de 1444. Ils seront utilisés comme ouvriers agricoles. Premier élément. Les deuxièmes vagues arrivées seront utilisées dans des maisons de bourgeois comme domestiques. Maintenant, parce que dans les champs, il fallait de l'espace et les terres n'étant pas fertiles en Europe, on va donc déporter l'économie de plantation vers les Canaries et soumettre les gouanges. Tous vont mourir sous le fait de cette traite.
Et parce que cela ne suffisait pas de pouvoir faire des plantations sur les côtes, on va maintenant, pour conclure, avec l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, commencer maintenant à déporter les Noirs pour le continent. Aucune source écrite par ces gens-là ne dit que nous avons vendu. Et je pourrais maintenant revenir plus tard comment est-ce que les chefs vont être impliqués de force dans ce système. Je vous remercie. Merci pour votre intervention, M. Nkogé Balok. Vous êtes en prélude de votre propos, vous êtes revenu sur la définition de l'esclavage et montré en insistant que le mot vient du mot slave, n'est-ce pas, et d'autres qui désignent une région et un peuple en particulier qui a été justement mis en esclavage du fait que ce pays, enfin que ces populations n'étaient pas chrétiennes. Et vous avez largement et vous avez insisté longuement pour faire la corrélation entre l'esclavage, n'est-ce pas, le christianisme et l'islam. Vous avez donné l'impression que ces deux religions-là sont des facteurs, ou tout au moins ont participé de manière très active à la production des textes relatifs à l'esclavage. Ce qui, n'est-ce pas, et par la suite vous avez véritablement insisté, vous avez donné l'impression, tout au moins c'est ce que j'ai retenu, qu'il faudrait interroger l'islam, il faudrait interroger le christianisme, n'est-ce pas, le judaïsme également, n'est-ce pas, comme facteur qui produit l'esclavage, et que vous avez dit qu'une fois les Africains devenus, s'étant convertis à l'islam ou au christianisme, à ce moment-là, ils avaient une faculté, n'est-ce pas, légitime dans leur, tout au moins c'était légitimé dans leur tête, n'est-ce pas, ce processus d'aller conquérir les autres. Et que tant qu'ils n'avaient pas fait cette conversion mentale, n'est-ce pas, ils ne se sentaient pas légitimes à aller vendre, tout au moins à kidnapper leurs concitoyens. Donc, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de questions qui seront posées. Mais comment donc expliquer que aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une filiation, j'allais pas dire génétique, mais il y a une filiation génétique entre les chefs d'alors et les chefs d'aujourd'hui, parce qu'on voit bien que très souvent en Afrique, aujourd'hui, les chefs d'État se comportent comme ceux d'avant. Vous ne pouvez pas non plus dire que les Africains, n'est-ce pas, n'étaient pas partie prenante, n'étaient pas impliqués dans ce commerce-là, parce que pour les arrêter, il fallait bien quelqu'un qui les arrête. Et M. Hamad doit bien signifier que les Européens n'étaient pas entrés étaient restés juste sur les côtes, mais n'étaient pas entrés à l'intérieur des pays. Donc, il y a toute une discussion. Vous voyez donc la radio Cheikh Anta Diop a fait bien, n'est-ce pas, de poser ce débat sur la table, parce que jusqu'à présent, on évite, n'est-ce pas, de poser le problème de l'esclavage des Africains qui ont vendu et des Africains qui disent qu'ils n'ont pas vendu. Mais bon, ça on viendra là-dedans dans la série de questions-réponses. Une fois l'esclavage passé, il a fallu bien que l'esclavage soit aboli, n'est-ce pas? Il a fallu qu'il y ait des personnes qui se battent véritablement pour imposer un rapport de force militaire à la France et aux pays occidentaux pour pouvoir arriver enfin, n'est-ce pas, à l'abolition de l'esclavage. Donc il y a quelqu'un qui s'est particulièrement illustré. Bon, l'histoire le retient, mais l'histoire est parfois ingrate vis-à-vis d'autres acteurs. Il y a d'autres personnes, il y a les Kandal qui ont participé, il y a les Boukman, il y a un certain nombre de personnes qui ont commencé l'insurrection, à ce qui est appelé Haïti aujourd'hui, qui ont commencé l'insurrection, et Toussaint Louverture est venu les rejoindre. Il a pris le train, n'est-ce pas, en marche. Mais bon, l'histoire le retient comme la personne qui est la personne centrale, mais il faut rendre justice, n'est-ce pas, aux autres personnes qui ont instigé, qui ont organisé, qui ont tout fait pour que Toussaint Louverture, n'est-ce pas, vienne, j'allais dire, parachever une œuvre salvatrice de Yaoundé. Donc, je vais donc donner la parole au public pour poser des questions, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si vous pouvez avancer ceux qui voudraient poser des questions et faire des interventions. Prenez l'un de notre micro là-bas, s'il vous plaît. Et en attendant, je ne sais pas si sur la table, oui, dans la salle. Oui, monsieur, je vois monsieur Boda qui se lève, qui manifeste son intention de poser une question. Veuillez vous présenter votre nom, s'il vous plaît, et bien entendu, de poser la question qui est la vôtre. Monsieur Boda, vous savez, comme nous sommes à l'antenne, on ne peut pas laisser le vide. Donc, c'est à vous de parler. Oui, merci de me passer la parole. Je voudrais tout d'abord louer cette initiative, n'est-ce pas, qui est le début, comme on l'a dit, de la renaissance de l'Afrique.
Je crois que la jeunesse en a besoin pour s'édifier et pour contribuer efficacement au futur. Alors, je confesse ici, Mathias il a fait les mêmes observations que moi. Il a en quelque peu balayé ce que j'avais noté, mais je vais quand même contribuer par rapport à tout ce qu'il a dit. Donc j'avais globalement une observation à faire par rapport à l'intervention de M. Balloch. Oui, sur l'esclavage qui ne serait pas ou qui serait inconnu de la phraséologie des civilisations africaines. Je pense que Mathias a essayé. Je voudrais lui donner un repère. Je pense que vous avez bien fait de questionner la Bible, n'est-ce pas? Vous savez très bien que les Égyptiens étaient les premiers esclavagistes. Vous savez, tout système impérialiste, n'est-ce pas? Dans tout système impérialiste subsiste, n'est-ce pas, des formes d'oppression. Donc, on ne peut pas dire que les Africains n'avaient pas en leur sein des systèmes d'oppression. Vous savez, nous avons une vision fonctionnaliste du Dieu et de l'univers. Donc Dieu est une fonction, c'est la fonction des fonctions, et tout ce qui existe a une fonction. Et donc les hommes, n'est-ce pas, en fonction des fonctions qui leur sont attribuées, occupent des rangs et des statuts précis dans la société. Et ces statuts, justement, peuvent évoluer. C'est la raison pour laquelle Mathias a dit, on peut être esclave aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut avoir un statut d'esclave par rapport à sa fonction et finir demain ministre, homme libre. Donc ça, c'est la vision fonctionnaliste de l'univers et de la société. Donc, bel et bien, on affirme, il existe un esclavage africain. Vous avez cité le professeur Ikinori, je vous donne un article, un très bel article, écrit par le professeur Ikinori, la traite des Noirs et les économies des sociétés atlantiques. Donc, publié, c'est une étude commandée par l'UNESCO, je crois en 1967, où il affirme qu'il existait une traite transafricaine. Une traite transafricaine, et il donne suffisamment d'éléments pour le justifier. Donc, c'est ce que je voulais dire. Alors, je voudrais finir en proposant qu'il faut qu'on insiste davantage sur le développement de l'idéologie de puissance. Je pense que c'est un peu ce qui manque aux Africains. Vous savez, toute défaite est d'abord une défaite morale, intellectuelle et mentale. Donc je pense que quelque part, si nous avons été asservis, si nous avons été dominés comme on dit, c'est qu'on était entré dans une dynamique, n'est-ce pas, de médiocrité, de faiblesse, et qui a fait qu'on soit à la portée de tout le monde. Donc c'est davantage parce qu'on était faible qu'on a été dominé avec la facilité que l'on sait. Donc il est question aujourd'hui, à côté de ce qu'on fait ici, qui est important, de dire qu'il faut que les Africains apprennent à développer les instruments de puissance, y compris de la puissance militaire. Ok, Merci. là nous avons eu la première question. En attendant, je pense qu'il y a quelqu'un derrière vous. On va venir au premier banc tout à l'heure. Une question derrière, s'il vous plaît. Allez-y. Bonsoir, je m'appelle Assoa Manga et je suis stagiaire à la radio chez Kanta Diop. Ma question s'adresse au dernier participant du propos. En fait, dans ses propos, il a dit que les Africains d'Afrique doivent s'unir aux Africains d'Amérique pour être, je vais dire, libres. En fait, moi, je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire par là. Parce que je pense qu'en Amérique, déjà, bon, selon ce que je vois, j'estime quand même que les Africains d'Amérique sont libres là-bas. Ok. Bon, il nous expliquera plus en détail, n'est-ce pas, sur le sens, le niveau de liberté dont il parlait. En premier ici, s'il vous plaît, veuillez donner le micro devant. Monsieur, présentez-vous, s'il vous plaît. Ok, merci. Et je remercie une fois de plus la radio Cheikh Anta Diop pour m'avoir convié à cette initiative qui est tout autant louable. Je tiens aussi à saluer tout à fait les communications qui ont été passées ici. Je suis Fabrice Pokam. J'ai l'habitude de participer particulièrement avec le groupe Géminal. D'accord. À la Grande Palabre. J'ai 2 ou 3 questions. La première,
va beaucoup plus au professeur Sinjo. J'ai une inquiétude, c'est de savoir, vous avez dit dans votre communication que les peuples ont été armés. Aujourd'hui, ma question est de savoir, pour la révolution africaine aujourd'hui, quel type d'armes faut-il pour le peuple africain aujourd'hui, en particularité la jeunesse, pour marquer sa révolution? Et je vais ainsi demander au docteur Mathias, docteur, particulièrement, quel type de panafricain faut-il aujourd'hui pour révolutionner l'Afrique avec cette évolution dont vous avez fait mention? Et quelle est la place, quelle est l'histoire du christianisme en Afrique particulièrement? Est-ce que le christianisme vient forcément de l'Occident ou alors le christianisme est une culture africaine? Et je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. D'accord. On va encore répondre aux questions. Je pense qu'il y a une dernière question et après on va... oui, à l'arrière, s'il vous plaît. Après ces quatre questions, nous allons passer aux questions-réponses. Ok, bonsoir à tous. Moi, c'est Mbogo Brice, stagiaire à la radio Cheikh Anta Diop. Oui, ma question est d'ordre spirituel. Le panafricanisme a tendance à décrier un peu le christianisme. Ok, j'aimerais savoir quel type de religion alors le panafricanisme peut proposer aux jeunes africains. Parce que lorsqu'on voit, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, par la conséquence de beaucoup d'événements comme l'esclavage, la colonisation, moi particulièrement, je suis un chrétien, mes parents sont chrétiens. Je n'ai pas choisi, mais je le suis. Ok, venir un beau matin dire que ok, ta croyance, il faut machin, le christianisme c'est l'esclavage et tout ça, ce qui fait un homme en fait, c'est son système de croyance. Bouleverser tout ça, ça déstabilise un peu. Je pense et j'aimerais réellement savoir qu'est-ce qu'on peut proposer, c'est-à-dire qui peut amener un épanouissement spirituel. Et la spiritualité, nous le savons, est la base de toute chose. Même pour la révolution africaine, c'est la spiritualité qu'il nous faut. Comment voir le monde, comment voir l'univers. Voilà ma question. Monsieur Balok, allez rapidement, n'est-ce pas? Vous avez été interpellé. Oui, merci beaucoup. Sur la notion, parce qu'il faut dire que c'est les centrales pour qu'on comprenne bien le problème. L'esclavage, n'est-ce pas, n'a pas existé. Pourquoi, comment vous êtes là? Il y aura aussi une deuxième question sur le christianisme. Je vais apporter une contribution. Je voudrais préciser ceci. J'ai dit, est esclave celui-là qui est soumis à une condition servile conformément à une loi. C'est la définition technique. Cela n'exclut pas que l'Afrique a eu des catégories sociales dépendantes. Mais les appeler esclavage, c'est un abus de langage. Parce que nous n'avons pas encore fabriqué un terme technique. C'est pourquoi on peut se permettre ici de dire qu'il y a aussi l'esclavage en Afrique. Mais produisez une seule loi. Premier élément. Dans l'esclavage, il n'y a pas idée de promotion sociale. Donc vous êtes esclave à vie, vous resterez esclave. Nous avons chez nous ceux-là qu'on appelle prétendument esclaves qui deviennent des rois. Mais le Mansa Sakura, et qui devient même des ministres, Ib Yakou, Maya et autres, qui étaient des étrangers chez nous, à Tamiri, qui sont devenus des ministres. Donc, dans le concept de l'esclavage, c'est inimaginable. Donc, quand le professeur parle de cet esclavage-là, qu'on a eu à pratiquer, c'est beaucoup plus par rapport aux musulmans. Mais de nous-mêmes, les animistes, on s'était opposé farouchement à cette pratique. Je n'ai pas eu le temps de terminer mon exposé. Je voudrais vous parler de ces gens-là. Sonny Alibert, on a fait de lui le diable dans l'historiographie du royaume Songhai. Tout simplement parce qu'il était opposé à la vente de ses frères. Bon, maintenant, là-dedans, quand je reviens sur la question de l'Égypte, je convoque Pierre Montet dans la vie quotidienne des Égyptiens. Et merci pour le professeur. Quand on dit Hem, c'est par référence au pharaon. Là, ce sont les catégories sociales dépendantes. S'il s'agit des esclaves, le premier esclave en Égypte, c'est le pharaon. Et quand on dit Hem Neter, il s'agit du prêtre. Serviteur de Dieu, de la divinité, il s'agit du prêtre. Quand on dit maintenant Seker An, c'est un prisonnier de guerre. On est parti faire la guerre et on ne peut pas le tuer. On le ramène en Égypte et il avait la possibilité d'être libre. Il avait le choix de changer son nom et là on l'amenait devant le tribunal de première instance. Soit il épouse une femme égyptienne et il devient égyptien. C'est ainsi que les étrangers qui nous avaient envahis après la 6e dynastie, on les retrouve sur les murs comme des serviteurs des serviteurs.
dans les temples, ils servent, ils sont libres, ils ont des champs, ils cultivent, ils mangent bien. Comprenons-nous là-dessus. Et maintenant, quand on dit bac, un serviteur bac, le bac a son domicile. Il travaille pour un maître, il a son domicile, il a sa propriété. Il n'est pas la propriété de quelqu'un. Donc ce n'est pas l'esclavage au sens européen du terme. Maintenant, le bac a un contrat de travail. Tout ce qu'on fait aujourd'hui en droit de travail, ça vient de l'Égypte pharaonique. Le bac est lié. Soit le contrat est verbal, soit il est écrit. Et lorsque le contrat est écrit, il est déposé au ministère des Archives. Bon, maintenant, en cas de contentieux entre le bac et celui dont il est en train de servir, le bac saisit le tribunal de première instance, qu'on appelle le Sérou, qui juge de cela. Et pour terminer, par rapport à cette question sur l'Égypte pharaonique, prenez tout simplement le cas du papyrus de la grève de Ramsès III. Des gens qui travaillent à la construction de la nécropole ont eu 3 mois sans salaire, tout simplement parce que les chefs des ouvriers, quand on envoyait le salaire, ils utilisaient. Alors ils ont fait la grève, ils sont assis devant la nécropole, ils ont dit, allez dire on tchachi, on ne travaille plus. On est parti dire on tchachi, tchachi a dit quoi sur la terre de Kemet? Des gens ont travaillé sans salaire, il est entré dans le trésor royal et leur a payé les 3 mois de salaire chacun. Et il est parti dire au pharaon Ramsès III, est-ce que tu sais que sur la terre que tu diriges, les gens ont travaillé sans salaire? Le pharaon s'est engagé par écrit. Il a dit, à compter d'aujourd'hui, vous ne manquerez plus jamais de nourriture. Il a pris l'engagement qu'on creuse des puits. Il a pris l'engagement qu'on recrute des gens pour qu'on cultive des fruits et des légumes dans la nécropole. Il leur a donné chacun encore 3 mois de salaire. Dans ce genre de disposition juridique, pouvez-vous me parler de l'esclavage au sens grec du terme? Je vous dis non. Maintenant, pour terminer sur la question du christianisme, nous faisons une très grande erreur. Oui, l'une des questions pour lesquelles s'opposait à l'Église catholique, c'est qu'on voulait nous enseigner que le christianisme est venu avec l'arrivée des missionnaires sur ce continent. Je vous prends un seul cas. Quand vous lisez Eusèbe de Césarée, il vous dit quelque chose qui est effroyable. Eusèbe de Césarée dit que les Esséniens sont les co-religionnaires des chrétiens. Autrement dit, les Esséniens sont aussi les chrétiens. Et il dit qu'ils pratiquent les mêmes rites. C'est grave, dans la mesure où le mouvement de l'essianisme existe avant Jésus-Christ. Donc le christianisme des Esséniens existe avant Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la chrétienté. C'est différent du christianisme. Maintenant, la chrétienté vient d'où? Lorsque les Perses nous envahissent à partir de 663, ils détruisent la métropole de Thèbes. Ils obligent maintenant que les temples, les maisons de vie, Père An, soient ouverts aux étrangers. Ce sont les étrangers qui viennent maintenant. Et les Platons et autres qui vont venir plus tard seront formés par les meilleurs magnéticiens. Et maintenant, il va donc naître au niveau d'Alexandrie, l'école d'Alexandrie, où ces étrangers-là vont venir donc faire leur philosophie, parler de sciences et autres. Donc c'est donc au contact de ces étrangers, avec la science religieuse pharaonique. Parce que quand on dit Christ, Christ vient de Kesheta, c'est le nom d'Osiris, la tribu d'Osiris. Et c'est aussi la tribu du dieu Anubis. Quand on dit Christ, vous comprenez. Alors ils prennent donc la philosophie issue de la pensée égyptienne du Christ et ils vont donc en faire le premier mouvement de la chrétienté. Et ce mouvement-là va donc s'organiser en plusieurs sectes. Je dis sectes entre guillemets, pas au sens où vous l'entendez aujourd'hui. Et parmi ces sectes-là, il y avait les Cananites. Parmi ces sectes-là, il y avait les Essianites. On a eu à recenser plus de 30 de ces sectes-là. Si vous ouvrez la Bible, Louis II, n'ouvrez pas la traduction du Monde Nouveau parce qu'ils ont corrompu ce chapitre, et lisez Matthieu chapitre 10, verset 4. Vous trouverez un nom là-dedans. Jean, le Cananite. Qui sont les Cananites? Les Cananites, voilà. Allez-y. Si vous comprenez, les Cananites sont l'une de ces sectes-là qui est issue de la chrétienté et qui pense que dans le conflit qui avait opposé Abel et Caïn, parce que c'est une problématique égyptienne et non hébraïque, que dans ce conflit-là, c'est plutôt Caïn qui avait raison. Et ils ont laissé des littératures là. C'est pourquoi on les appelait les Cananites. Jésus, pourquoi est-ce qu'il marchait avec des gens peu recommandables? Donc maintenant, ce christianisme-là, c'est le premier christianisme pur, qui est l'œuvre des Noirs. Et la première personne à avoir été appelée Christ dans ce mouvement de chrétienté, son vrai nom est Issa.
Et nous avons sa photo, sa représentation qui date de 3200 avant Jésus-Christ. Si on vous montre ça là, vous allez dire que c'est Jésus-Christ. Mais le Vatican a daté ça 3200 avant Jésus-Christ. Et c'est ce christianisme-là qui va s'étendre lorsque Rome va vouloir détruire la chrétienté, qui va s'étendre vers l'Éthiopie. C'est une autre branche qu'on pratique en Éthiopie. Les livres ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'on se comprend là? Les livres ne sont pas les mêmes. Donc la chrétienté est née sur la terre-ci et c'est notre religion. Mais ce qu'on pratique à Rome, c'est une institution des hommes avec leurs dogmes qui n'ont rien à voir. Si on me donne la parole plus tard, je vais vous montrer le sens des dogmes, comme la communion que vous prenez. Je vous explique ça de façon logique. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Ça veut dire tout ça vient de la tombe de Nas. Merci. Merci pour la qualité et l'énergie qu'il déploie, n'est-ce pas, pour faire passer son argumentaire. Voilà, nous avons suivi, mais ils ont tout expliqué. L'esclavagisme, mais une stratégie immensement destructive de la vie du peuple noir. Mais l'homme noir a tellement subi. Mais l'esclavagisme, est-ce que l'esclavagisme a porté le bonheur à l'Afrique? Est-ce que l'esclavagisme a porté le bonheur chez les Occidentaux? 666, les grands voleurs de l'homme noir. Et au XXIe siècle,